Monsieur, comment vous analysez cette liste provisoire de 60 candidatures? Il me semble que c'est un record jamais égalé en Côte d'Ivoire. Docteur Derossimi. Ben oui, effectivement, c'est un record. Quand on prend les listes précédentes, je crois qu'en 2010, il y avait 20 candidatures. Sur 20, on a retenu, je crois, 14. En 2015, il y avait 33. On a retenu 10. En 2020, on avait 44, je crois. Sur les 44, on a retenu, je crois, 4. Bon, ça pourrait se justifier par l'instauration en temps du parrainage citoyen en avril 2020. Donc, de facto, c'est quelque chose de provisoire. Il y a un engouement qui semble se dégager. Bon, c'est à saluer, hein, le débat s'oppose. Hein, ça peut traduire je dirais, la manière ça peut transmettre la vitalité du débat démocratique. Bon, quant au caractère dit, je dirais, ironique ou fantaisiste, bon, je pense que moi, je m'aligne sur ceux qui pensent qu'en démocratie, chacun peut présenter. Tout compte fait, il y a derrière des candidatures qui sont ou qui semblent d'office éliminés. Le tri sera fait, la Cour constitutionnelle essaie de procéder. Mais sur la liste, je pense qu'il y a quand même quelques inquiétudes qu'on remarque. Je pense qu'au niveau du numéro 26, par exemple, au niveau de M. Tidiane Thiam, je ne sais pas s'il s'appelle Alain. Voilà, c'est mis Alain. Au niveau de Mme Simone, je crois, sur le numéro 30, on a mis Simone Eivé, épouse Laurent Gbagbo. Je ne suis pas expert en droit matrimonial, mais je ne sais pas si... Quand une femme divorce avec son époux, elle a toujours le nom. Et il y a aussi la date de naissance de Laurent Gbagbo, c'est mis 1er janvier 1945, je crois, au lieu de 31 mai. Je ne sais pas si ce sont des éléments qui rentrent en ligne de compte pour, comment vous appelez ça, les réclamations. Mais je pense que dans l'ensemble, avec le temps, on aura une vision un peu claire. Il y a la candidature du numéro 2, je crois, qui est né en 2001. Voilà. Déjà, il n'est pas en phase avec l'article 55 qui demande à ce qu'on ait 35 ans. Il y a aussi, je crois, Jean-François Kouassi, voilà, qui est né en 93, qui est sur la liste, je crois, à la 11e position. Donc le toilettage se fera progressivement, même si ce qui, moi, m'intrigue, c'est en amont. C'est-à-dire la démarche qui a été menée au niveau du dépôt des candidatures. On a l'impression qu'au niveau de la CEI qui a transmis, il y a eu un peu de traitement de faveur au niveau de la réception. Ben voilà, lorsque certains partis politiques partaient déposer leur dossier, il y avait tout un arsenal de restrictions qui a été posé quand ces restrictions-là ont été levées. Voilà. Au niveau de l'accès à la Cour, on a vu M. Cuibert apparaître lors de la déclaration de candidature du président Alassane Ouattara. Bon, juridiquement, il y a un petit problème. Hein. C'est vrai que depuis 2000, on a voulu dissocier le président du parti du président de la République avec l'article 54 de la Constitution. C'est cela. On a institué l'incompatibilité des deux postes. Mais avec la Constitution de 2016, je pense en son article 64, ça a été supprimé. Donc aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le président de la République peut être président du parti. Mais ce n'est pas une raison pour que le candidat, bien qu'étant président, ait un traitement de faveur. Quand M. Alassane Ouattara arrive à la CEI, tout en ne cessant pas d'être président, mais c'est le candidat qui va. Donc il aurait été vraiment intéressant qu'il ait le même traitement. Donc je pense que c'est des éléments qui semblent anodins, mais qui peuvent déteindre quand même sur le caractère jugé impartial de l'appareil en charge du processus électoral. Voilà, c'est ce que je peux dire pour le moment. Adjalou, Christian. Merci Ali pour la parole. Une candidature est avant tout un acte juridique par lequel une personne se propose ou est proposée en vue de concourir au suffrage pour un poste ou un mandat électif. De cette définition-là, il ressort deux éléments essentiels. On a l'autocandidature et l'hétérocandidature. L'autocandidature, c'est lorsque le candidat lui-même se propose. Et l'hétérocandidature, c'est lorsqu'il est porté par un groupement politique ou une association. Or, notre constitution, les lois électorales en Côte d'Ivoire permettent ces deux types de systèmes. Ce qui, naturellement, entraîne un foisonnement de candidatures. Donc, il va falloir se poser les bonnes questions sur le système électoral en Côte d'Ivoire, puisque lorsqu'on a introduit le parrainage, je pense que c'était dans le but, dit-on, d'éliminer certaines candidatures fantaisistes.
À ce que je sache, là, nous avons plus de 60 candidatures. Est-ce que la commission électorale indépendante a fait une application stricto sensu de la loi ou lacto sensu de la loi? Je constate ici que la commission électorale indépendante a fait une application stricto sensu de la loi. Elle s'est ici basée sur la lettre de la loi, c'est-à-dire en ne recevant... en l'occurrence? Oui, c'est ça, en ne recevant que les candidatures et en transmettant. Laissant donc la possibilité au juge constitutionnel de faire une application stricto sensu et à la fois lacto sensu, puisqu'il appartiendra ici au juge constitutionnel de faire le tri des candidatures dans la forme avant de se pencher sur le fond. On donne un délai de 72 heures. C'est conforme à la loi, puisque l'article 56 permet donc aux différents candidats de faire des observations sous 72 heures ou au groupement ayant proposé des candidatures de faire des propositions. Mais je voudrais aussi dire que, en droit, une candidature, elle a 4 fonctions. Parmi ces 4 fonctions-là, il y a une fonction qui est essentielle. C'est la fonction de rationalisation du processus électoral. Ici, le candidat est confronté au juge constitutionnel, puisque lorsqu'il pose sa candidature, il appartiendra donc au juge constitutionnel de juger de la capacité de ce dernier à être d'abord électeur, mais également être candidat. Donc, lorsque le Conseil constitutionnel nous propose la liste des 60 candidatures, c'est donc à bon droit qu'elle nous interpelle pour dire qu'elle s'apprête donc à faire son travail. C'est cela. Voilà. André Silver-Conan? Alors, moi, j'aimerais préciser que ce sont des dossiers de candidature et non des candidatures. C'est ça. Et c'est pourquoi, justement, on parle de... Liste provisoire. Liste provisoire. Voilà. Donc, tout le monde aurait pu aller déposer des dossiers partiels ou complets ou incomplets à la CEI, quitte à ce que ce dossier soit validé par le Conseil constitutionnel ou non. Donc, pour l'instant, on est à 60 dossiers de candidature et non des candidatures. C'est le chiffre le plus important, effectivement, puisque même en remontant plus loin, en 2000, on était à 19 dossiers de candidature et 5 seulement, sauf erreur de ma part, avaient été retenus. Et donc, je crois que jusque-là, le plus grand nombre de candidats, c'est en 2010, avec, je crois, 14 candidats validés sur les 20 qui avaient été réceptionnés par la CEI. Contrairement à ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux, les erreurs qui ont été constatées donc, sur la liste provisoire ne proviennent pas de la CEI. Il y avait la présidente du Conseil qui avait signé. Donc, c'est un document du Conseil constitutionnel qui a été repris par la suite, mais qui dénote vraiment du laxisme de cette institution, parce que j'estime qu'à ce niveau de responsabilité, pour une liste aussi restreinte, pour un travail qui leur a été remis, il était loisible pour le Conseil constitutionnel d'être un peu plus rigoureux, un peu plus sérieux, en sortant une liste provisoire dénuée de toute cette scorie. Parce que même là encore, la date de naissance du président Laurent Gbagbo, il semble que, sur son extrait de naissance, il semble que c'est en 1945. Mais en même temps, quand je prends la décision du Conseil constitutionnel, du même Conseil constitutionnel donc de 2015, c'est écrit 1er janvier 1945. Donc, entre-temps, bien sûr, il y a eu un décret présidentiel demandant donc que tous ceux qui sont nés soient considérés comme nés à partir du 1er janvier. Mais je pense que le Conseil devrait rendre ça un peu plus concordant pour ne pas donner matière à spéculation. De même, je pense que concernant le président Alassane Ouattara, c'est un peu complexe, pour ne pas citer un mot que bien de personnes connaissent en matière pendant cette période électorale. Le président Gbagbo a dit en 2010, je suis 100% candidat et 100% président. Et là encore, pendant cette période, il n'y avait pas la constitution qui avait été remaniée pour faire du président de la République un président de parti. Donc c'est un peu difficile
en matière surtout de sécurité et tout cela, de considérer un président sortant comme un candidat en griffe banal. Mais je pense que tout cela, ce n'est pas vraiment de nature à influencer les dossiers qui ont été déposés et pour lesquels on attend justement la validation du Conseil constitutionnel. Toutefois, j'ai eu un petit regret de ne pas voir sur cette liste Dr Ousmane Camara, voilà, celui qui avait porté plainte contre le président Alassane Ouattara, déniant sa nationalité. Rappelez-vous, c'était en juillet 2025. Oui, il avait prétendu, sans qu'on ait vu cela, qu'il avait saisi le Conseil constitutionnel pour attaquer donc la nationalité du président Alassane Ouattara. Malheureusement, j'ai cherché sur les 60 candidats, je n'ai pas vu son nom. Je pense que c'était l'occasion pour lui de poser réellement le problème, puisque, opportunément, la loi lui donne l'occasion de contester justement ce qu'il voulait contester à ce moment-là. Dion Bato? Oui, je crois qu'on a fait un peu le tour. Hein. C'est un chiffre record. On a vu quelques débats sur certains de nos compatriotes qui estimaient qu'il y avait des candidats fantaisistes. Mais c'est le jeu. À partir du moment où, avant justement cette série de dépôts de dossiers, il y a eu un débat dans l'opinion pour dénier, peut-être à raison, à la commission électorale indépendante, la qualité ou la capacité de faire le tri. Bien entendu, mon voisin de droite a parlé de application stricte sensu de la loi. On ne peut que s'en réjouir. Donc la commission électorale a fait son travail qui est de réceptionner. Mais au-delà, je pense que ça a mis aussi, ça crée quand même une bonne petite ambiance dans ce processus électoral qui tendait à se tendre de plus en plus. On a vu les Ivoiriens de toutes les situations sociales, voilà, venir faire acte de candidature. Ça nous a permis quand même de découvrir de nouveaux visages. Et je crois que l'élection présidentielle, c'est à cela. C'est à cela. Et moi, j'ai plutôt pris ça très bien. Je trouve que c'est une occasion, ça arrive tous les 5 ans, c'est l'occasion pour les Ivoiriens qui estiment pouvoir diriger ce pays de le faire. Après, bien entendu, comme tout le monde l'a dit, le juge constitutionnel, qui est le juge électoral en matière d'élection présidentielle, va faire son travail et je crois qu'ils le feront bien et qu'on aura la liste définitive des candidats qui auront respecté toutes les dispositions et de la Constitution et du Code électoral. Dr Derou a évoqué le fait que le président de la CEI soit venu accueillir le président de la République. Je crois que c'est ça qu'on l'a vu au moment où il vient accueillir le président de la République, et peut-être de le raccompagner même, mais je trouve que quand même la bienséance de la République veut que le respect quand même des institutions de la République veut que le chef de l'État, même s'il est candidat, il est quand même chef d'État en fonction, quelqu'un l'a dit. Mais je précise aussi qu'avant le président Laurent Gbagbo, désolé, le président Alassane Ouattara, le président CEI avait reçu à son bureau tous les candidats, j'allais dire d'un certain niveau. Il avait reçu Mme Simone Gbagbo à son bureau, il avait reçu le ministre Jean-Luc Biot à son bureau, il avait reçu le président Finguessan à son bureau, il avait reçu même le représentant du docteur Awa Dombelo à son bureau, avant de le laisser aller rencontrer les secrétaires permanents qui recevaient les dossiers. Bon, s'il a pris la peine de recevoir ces personnalités, on peut quand même lui concéder qu'il vienne accueillir le chef de l'État et le recevoir brièvement à ses bureaux avant de le laisser aller déposer ses dossiers. Et je trouve que le débat est à un autre niveau. Il faut peut-être qu'on laisse un peu la CEI respirer. On a trop reproché toutes choses à la CEI. Dieu merci, ceux-mêmes qui ont vilipendé la CEI se sont retrouvés là-bas sans honte aucune. Moi, je m'en réjouis, hein, mais ils se sont retrouvés sans honte aucune à déposer leur dossier. Certains même ont tenté de se justifier en disant que, bon, on vous a insulté, mais comme on est obligé, on vient. Bon, ils devaient présenter des excuses, simplement. On leur aurait pardonné. Voilà, leur incohérence. Mais ce n'est pas grave. Tout ça fait partie du processus et du débat démocratique. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que la CEI, alors, on a parlé des erreurs. Bon, c'est pour ça que la loi leur donne 72 heures pour corriger. Tout cela est bien prévu par le législateur. Mais je peux assurer, parce que j'ai pu entrer en contact avec les services de la commission électorale,
ces fautes ne viennent pas de la CEI. Est-ce qu'elles sont du Conseil constitutionnel? On verra. Dans tous les pas cas. la CEI, c'est le Conseil constitutionnel. Bon, on verra. Est-ce que ce ne sont pas les documents qui ont été écrits? Parce qu'on ne peut pas dire d'emblée que c'est le Conseil constitutionnel. Oui. Parce que quelqu'un peut avoir écrit des noms, on n'en sait rien. La CEI, puisqu'elle n'avait rien à toucher, a transmis. On voit qu'il y a des noms qui surprennent. Madame Gbagbo, Madame Simone Yvé, épouse Gbagbo. On verra. Si ce n'est pas son nom exact, elle ira dire au Conseil constitutionnel, ils corrigeront. Si M. Tidjane Thiam n'a pas de Alain sur son nom, bon, on corrigera. Je crois que ce n'est pas trop important. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous puissions avoir très rapidement la liste des candidats et que la campagne s'ouvre. Pour qu'on sache ce que chacun a dans le ventre. Qu'on voit enfin un débat s'ouvrir sur le fond. Que le président sortant, qui a bien entendu un bilan à défendre son bilan, que ceux qui veulent lui ravir son poste proposent leur projet à notre pays et que ce débat-là, on puisse y participer pour qu'au final, on puisse avoir un président de la République qui soit à la hauteur des ambitions de notre pays. Le temps Prince Tawa. Oui, merci Ali, merci à mes co-débatteurs. Mais moi, je voulais faire remarquer que, en se déplaçant lui-même pour aller à la CEI, le président de la République fait preuve d'élégance. Ça, il faut le remarquer parce que il me semble que ce n'est pas le personnel au sein de son parti politique qui manque pour aller déposer sa candidature. Donc, qu'il le fasse. Et en tant que chef d'État en fonction, il ne faut pas en vouloir au président de la CEI de venir l'accueillir parce que c'est lui, il est aussi le chef des institutions en Côte d'Ivoire. Donc, là-dessus, moi, je pense que, pour moi, c'est un fait banal. Voilà, c'est normal qu'il vienne l'accueillir. Alors, sur le nombre des candidats pléthoriques, moi, je m'en réjouis. Quelqu'un a parlé très souvent d'élections inclusives. Peut-être qu'on commence à voir. Et pour vous, le nombre important détermine l'inclusivité? Oui, bien sûr, bien sûr. Et après, bien sûr, le Conseil constitutionnel va faire son travail. Mais vous voyez, il y a aussi une autre analyse. Tout à l'heure, on a donné l'âge, enfin, l'année de naissance d'un des candidats et qui, manifestement, ne remplit pas une des conditions de 35 ans, et ainsi de suite. C'est aussi peut-être un acte qu'il pose pour nous envoyer à réfléchir. Si on vote à 18 ans, pourquoi faut attendre 35 ans pour être candidat? Peut-être que c'est là le message. Dabé l'a dit. Voilà, c'est là le message. Donc oui, c'est un mouvement important. Tout le monde en profite pour peut-être lancer son message. Et peut-être qu'à partir de ce moment-là, et surtout que nous sommes dans un État relativement jeune. Il a dit qu'il y a 70% pour la population qui est jeune, et tout de suite. Donc à partir de ce moment, peut-être c'est une invite à rouvrir le débat sur la notion d'inclusivité. Voilà. Et moi, je me réjouis de ce nombre. Et effectivement, ce que nous attendons, c'est le Conseil constitutionnel qui va effectivement travailler d'ici là. Et puis, le débat, dans le fond, va s'ouvrir. Et voilà qui fera, je pense, du bien aux Ivoiriens. D'accord, j'ai une question pour vous sur le débat de fond. On va laisser Arthur Banga réagir déjà sur ce premier tour de table. Non, mais tu peux poser la question. Allez-y. Ok, d'accord. D'abord, mes excuses pour mon léger retard. Non, il n'y a pas de problème. D'accord. Est-ce que c'est... Bon, d'abord, moi, ceux qui disent le nombre, comme André l'a dit, hein, ce n'est pas des candidats encore. C'est des dossiers de candidature. Des candidats à la candidature. Voilà, des candidats à la candidature. Et tout le monde sait qu'il y a des gens qui ne seront pas retenus. On voit des gens qui ont moins de 35 ans. Hein. John Kwasi, on voit des gens qui ne sont pas électeurs. Thiam et Laurent Gbagbo, on voit plein de choses. Donc on sait qu'on ne sera pas... Si les 60, on n'aura même pas une dizaine hein, qui seront candidats, voire moins que ça, 5, 6. On a l'impression d'entendre parler quelqu'un du Conseil. Ouais. Non, non, on n'a pas besoin d'aide du Conseil pour savoir que Gbagbo ne sera pas sur la liste. On n'a pas besoin d'aide du Conseil pour savoir que ceux qui n'ont pas 35 ans ne seront pas sur la liste. On n'a pas besoin d'aide du Conseil pour que Thiam ne sera pas sur la liste. Non, nous tous on sait. Donc pour vous, après le tri, il y aura une dizaine. Les premiers qui savent, c'est eux-mêmes. Maintenant, dans ça, je suis d'accord avec toi, il y a certains qui ont eu une démarche politique. Il y a du folklorique, hein. Il y a du folklorique, certains qui sont revenus avec la même chemise qu'il y a 5 ans. Il y en a peut-être qui avaient voulu de prendre une petite photo au quartier pour se faire voir. Ben, oui, ben, à côté, il y a des messages politiques. Je pense que moi, il y a 3 messages politiques que je dénote. Les 2 premiers messages politiques, c'est ceux de Thiam et de Laurent Gbagbo, qui pertinemment savent qu'ils ne seront pas retenus, mais qui viennent quand même pour essayer de continuer de plaider leur cas ou
de forcer. Là, on entend un débat, constitution contre code électoral, tout ceci qui est politique. Mais il y a un autre qui a été très politique, dont on ne parle pas beaucoup, c'est Dabé, qui a moins de 35 ans, mais qui assume sa candidature parce que pour lui, et je suis tout à fait d'accord avec lui, autant moi je suis contre la limitation d'âge dans le sens maximum, et pour lui, il faut permettre à tout citoyen d'être candidat. Pourquoi on empêche des citoyens d'être candidats par leur âge? Si à 18 ans on est citoyen, à 18 ans on doit être candidat. Donc lui, c'est un message politique. Autre message politique, c'était plutôt une petite démonstration de force, je pense, du RHDP. Je pense qu'ils n'ont pas trop avalé les dernières mobilisations de l'opposition à Yopougon, donc ils ont voulu sortir un peu les muscles pour rappeler un peu qu'ils sont encore là. Et ils ont eu l'occasion là pour montrer. Donc ça, je pense que c'était un dépôt politique, le fait d'avoir cette mobilisation spontanée ou pas, mais, bon, mais pour rappeler un peu qu'ils sont encore présents. Et ouais, je pense qu'ils ont démontré qu'ils ont encore cette force de mobilisation dans la rue. Il y a donc ces messages politiques, il y a des messages quelque peu folkloriques qu'on a vus, il y a des points d'interrogation par rapport au parrainage, parce que on ne sait pas trop. En fait, c'est le candidat qui sait le parrainage qui a déposé, donc il y a encore de gros points d'interrogation sur des personnalités hein, comme Simone Gbagbo, comme Awa Domelo. Ils ont pu avoir le parrainage, ouais, vous l'avez dit? on se pose encore des questions. On le saura bientôt, au plus tard le 10 septembre, voire avant le 10 septembre, en fonction de ce que décidera le Conseil constitutionnel. Après, il faut arrêter de chercher des poux dans la tête des gens qui sont chauves comme moi, parce que ça ne laisse pas beaucoup de place pour les poux. Est-ce que le président devait être accueilli? J'ai vu la photo dont il passait, une photo où on aperçoit Cubain quelque part là-bas, mais bon, je pense que ce n'est pas des choses qui sont de nature à jeter le discrédit sur le processus. Enfin, si on a autant de candidatures, ça doit poser à la réflexion. Est-ce qu'on va donner plus de pouvoir à la commission électorale indépendante en lui permettant de faire un premier tri, ne serait-ce que sur la forme, avant de passer au Conseil constitutionnel? Est-ce qu'il ne faut pas aller vers ça, les années à venir? Laisse se comporter comme une véritable boîte à lettres, mais je pense que les gens comme ça lui foutent une petite pression quand même, pour lui dire que ce n'était pas son droit, elle n'avait pas à le faire, elle ne doit pas se prendre le Conseil constitutionnel. Et puis finalement, avec toute la pression, toute la pression, toutes les questions autour de la CEI, je pense que c'était bien pour eux de remettre une patate chaude au Conseil constitutionnel, histoire de se reposer un peu pendant 2 semaines. D'accord. Ils ne vont pas tout prendre, il faut mieux que Mme Camara ait un peu la nuit troublée comme la nuit, je suppose, du président Kibert. D'accord. Je vais parler aux juristes, à Diallo Christian. Est-ce que justement il ne faut pas reformer le code électoral dans le sens justement de permettre à la CEI de faire le premier tri? Ça nous éviterait pas mal de choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Ali, la semaine dernière, je pense qu'on a fait le débat sur le plateau ici et on avait même sorti des tests qui permettaient déjà à la commission électorale indépendante, lors de la réception des dossiers de candidature, déjà même de statuer dans la forme. De commencer à faire le filtre. Oui, de commencer à faire le filtre, parce que lorsque je reçois un dossier de candidature où la personne vient seulement avec son extrait de naissance, naturellement, il n'y a pas le parrainage, il n'y a pas le cautionnement, etc., etc. Je ne peux pas recevoir le dossier de candidature, ou à défaut, c'est de donner un délai à la personne pour compléter son dossier de candidature. Mais quand ce dossier n'est pas complet, est-ce que je dois transmettre le dossier à la commission électorale? C'est tout le sens de la question. Naturellement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans la loi, il y a l'esprit et à la lettre. Donc, soit ici, le Conseil constitutionnel a décidé de se référer uniquement qu'à la lettre en recevant les dossiers et transmettre. On peut écrire noir sur blanc dans une réforme, on pourrait écrire noir sur blanc que le Conseil constitutionnel a le droit de statuer. La commission électorale, Oui, la commission électorale a le droit de statuer dans la forme sur la recevabilité des dossiers de candidature avant toute transmission au Conseil constitutionnel. Peut-être qu'en ce moment-là, ça va éviter les interprétations. Voilà. Thomas Presse? Non, non. Bon, enfin, il semble n'avoir pas chuté. Allez-y, oui, non, terminez. je n'ai pas encore fini. Juste rappeler que l'article 56 permet donc... Quel texte? L'article 56 du Code électoral. Du Code électoral, Voilà. permet donc aux candidats de faire des observations. Donc, toutes les erreurs seront bel et bien corrigées. C'est aussi ça le sens de l'article 56. Très bien. Et puis, on a parlé aussi du cas de Mme Gbagbo, qui porte le nom. Oui, juridiquement, c'est justifié parce qu'elle est homme politique, elle a une stature, on l'a connue avec le nom
Gbagbo. Elle a un intérêt Donc, juridique. elle a encore ce statut-là, donc elle a la possibilité de toujours porter le nom. Donc, D'accord. juridiquement, ça se justifie. De ton prince, Tawa. Voilà. Oui, vous savez, je pense que la CEI a tenté de faire ce premier filtre et justement a essuyé les critiques de l'opposition. Rappelez-vous sur la transmission des documents pour aller recueillir le parrainage. Le président de la CEI dit ne peuvent recevoir ces documents-là que celui qui a un numéro d'électeur, donc qui est sur la liste électorale. On a entendu l'avocat du PDCI, Maître Blessi, dit attention, ce n'est pas le rôle de la CEI. Et oui, je suis d'accord que ce n'est pas le rôle de la CEI. Et je pense effectivement que les textes actuels sont bons. Ça ne coûte rien à la CEI de recevoir les dossiers. Il y en a qui savent pertinemment que à la fin du processus, ils ne seront pas retenus. Un exemple? Mais ils ne veulent pas. Poursuivez. Par exemple, celui qui n'a pas 35 ans, voilà. mais sauf qu'ils ne veulent pas que ce soit la CEI qui le leur dise. Et je pense qu'effectivement, il faut une division des tâches. La CEI est l'organe administratif qui reçoit les documents et le Conseil constitutionnel dit le droit. Parce que s'il y a deux niveaux on va dire, de décision sur le fond, il y a problème. Parce que finalement, on va se demander, mais si la CEI doit faire le tri, quel est l'élément substantiel? Ou est-ce que c'est un élément de fond ou de forme? Et pour les uns, le fait que je n'ai pas déposé un extrait de naissance, ce n'est pas un élément de fond. Et donc, qui devait justifier le rejet de ma candidature. Et pour les autres, que je ne sois pas sur la liste électorale, c'est un élément substantiel. Ou c'est juste un élément de forme. Donc pour cela, la CEI ne devait pas rejeter ma candidature. Donc je pense que le Conseil constitutionnel, dont c'est le rôle, et qui va bien sûr motiver la décision, si c'est à lui que on va dire, ce rôle-là est entièrement dévolu, je pense que c'est bon, parce que c'est une institution, on va dire, qui est dans la hiérarchie des institutions qui est un peu plus haut, et qui finalement a une faute, ou devait avoir une faute de légitimité. Des juges. Voilà, une faute de légitimité dans la décision qu'elle va donner. D'accord, très bien. Messieurs, est-ce que vous pensez que le débat sur le fond aura lieu à la faveur de cette élection présidentielle, à la faveur de la campagne qui devrait s'ouvrir début octobre, mi-octobre? Est-ce que vous pensez que cette année, on aura une élection présidentielle avec un débat de fond sur les enjeux de développement, de santé, de sécurité? Si oui, quels sont les sujets qui seraient au cœur de cette campagne? Guillaume Bateau. Oui, il faut qu'il y ait un débat de fond. C'est ce qu'on dit chaque année, quand il y a une élection. Chaque 5 ans, c'est ce qu'on dit. En 2020, on l'a dit, finalement, on s'est heurté à une situation où on parlait plus d'un environnement crispé que de sujets, que des débats qui fassent avancer le pays. Justement, Ali, mais il faut espérer et il faut vraiment faire en sorte que c'est un débat de fond. Comme vous le rappelez si bien, malheureusement, en 2020, au moment où on devait entrer en campagne, l'opposition dans sa totalité a choisi plutôt la division civile et on n'a pas eu de débat. Cette fois-ci, et c'est pour ça que je me réjouis du nombre important de candidats et qui n'ont pas la même vision par rapport au processus. Je crois que l'opposition de 2020, donc avec paix à son âme, le président Bédié, le président Afinguessan, voilà, surtout, et les autres qui avaient été écartés, ce n'est pas la même configuration cette fois-ci. On a, c'est vrai, le président Bédié n'est plus là, M. Thiam, qui lui a succédé, semble dans la même logique, c'est-à-dire contester le processus jusqu'au bout, avec son allié du PPACI. On ne sait pas quelle sera l'attitude cette fois-ci du président Afinguessan s'il est retenu. Est-ce qu'il y aurait un boycott, etc. Mais on sait aujourd'hui quand même qu'il y a des candidats. Je prends le cas de Mme Gbagbo, je prends le cas du Dr Awa Domelo, notre ami Assalé Tiemoko, le préfet Vincent Tobi. Je ne crois pas que si ces personnalités sont retenues sur la liste électorale, elles s'engageront. Sur la liste définitive? Sur la liste définitive, pas la liste électorale. Sur la liste des candidats, elles s'engageront dans un boycott pour éviter un débat de fond. Je ne crois pas. C'est pour ça que moi, je suis plutôt optimiste. Et pour revenir un peu au nombre et au rôle de la CEI, sur le débat, est-ce que la CEI doit faire le tri? Moi, je pense que, je suis d'accord avec Dr Neton Tawa, les tests actuels sont bons. Laissons tout le monde aller déposer leur dossier. C'est vrai que là-dessus se moque de mon cousin Tokpam un peu, mais
Écoutez, s'il n'a qu'une seule chemise, il a une chemise et il va déposer son dossier. Là, c'est toi qui te moques. Non, je ne me moque pas, parce qu'il a cité, c'est mon cousin. Je n'a pas dit son nom, hein. Il a dit, celui qui a vu la même chemise. Je dis, c'est mon cousin. S'il a une seule chemise, la loi lui permet, on n'a pas dit qu'il faut trier les chemises. Voilà. Donc, il faut que la loi, on ne doit pas l'appliquer de façon partielle, Arthur. D'accord, très bien. Donc, il ne faut pas stigmatiser les chemises des candidats. D'accord. Rosimi? Bon, on va, comme on parlait de la forme, c'est pourquoi on parlait de la forme, mais je voulais préciser que je n'ai pas parlé de l'accueil, hein, parce que là, je n'ai pas dit le fait d'avoir accueilli le président. J'ai dit le fait d'être à côté du candidat qui faisait sa déclaration. Et deuxième élément, c'est le fait qu'on ait laissé plusieurs militants du parti, du candidat, avoir accès, pendant que cela semble avoir été refusé à d'autres. C'est de ça que je parle. Sinon, accueillir un président de la République, quoi de plus légitime, voilà. Autre élément, bon, monsieur André disait tout à l'heure que Laurent Gbagbo a dit il est 100% candidat, 100% président. S'il a dit, il n'a pas respecté la règle qu'il a, voilà. Donc ce n'est pas parce qu'il n'a pas respecté que ça va servir de norme. Revenant à la question de la CEI, je vais rejoindre Guillaume Bateau, parce que même si on dit que c'est la CEI qui doit faire un primétrie, ceux qui veulent déposer les candidatures vont toujours déposer les candidatures, voilà. Donc dans le même sens, si la candidature comment il s'appelle, Rabé, des jeunes, bon, sachant peut-être qu'il va être rejeté, est politique, j'estime aussi que peut-être la candidature de ceux qui n'ont pas le nom sur leur liste, quand ils déposent aussi, c'est politique. Peut-être qu'il aura la même. C'est un message que chacun veut transmettre. Ça a l'air anodin, mais je veux un peu revenir dessus parce que ça a causé quelques problèmes en mai 2024, je crois. Le 18 mai 2024, je pense qu'il y avait une cérémonie d'hommage organisée par les cadres du parti au pouvoir. Je pense que c'était à Korogo. Alors, la cérémonie d'hommage, c'était bien sûr au chef de l'État, mais c'était un parti qui organisait. Et on a vu les militants du parti dans des écoles en train de mobiliser des élèves pour une activité qui engageait exclusivement le parti et non l'État de Côte d'Ivoire. Donc c'est des petits éléments qui ont l'air anodins, mais qui peuvent quand même jouer. Sinon, pour le fond, on va en parler comme c'était au niveau de la forme, mais je veux préciser que je ne reproche pas au président Kubert d'avoir accueilli le président, c'est ce qui est normal. J'ai noté un traitement de faveur pour le parti au pouvoir qui a eu accès avec ses militants à l'enceinte. Et en tant qu'habite, il ne devait pas être à côté pendant la déclaration. Sinon, il a reçu tout le monde dans son bureau. Quoi de plus normal. D'accord. Voilà. Revenons sur le fond. Voilà. Revenons sur le fond. Est-ce que le débat sera posé? Bon, on attend d'abord la liste. Voilà. Moi, je pense que si on veut passer sur le fond, on attend d'abord la liste. Quand la liste sera publiée, est-ce que les candidatures, tu as déjà annoncé, je crois, 10. Voilà. Bon, est-ce que les candidatures seront retenues? Moins de 10. Voilà. Bon, il doute sur certaines. Bon, moi, les informations que j'ai, je pense que M. Wadomil a noté au moins 250 000 qu'il a eu. Il pense, ses services de communication annoncent, je crois, 28 régions. Vous parlez de parrainage? De parrainage. Donc, bon, voilà. Bon, je ne sais pas. Certainement que je pense que tous ceux qui ont déposé, les candidats que je trouve un peu sérieux, ont rempli cette tâche. Au niveau de l'enjeu, pour moi, l'enjeu majeur, bon, je pense qu'on allait en partie dans la deuxième partie, mais je vais en même temps commencer. Mais c'est d'abord, qu'est-ce qui va se passer si les candidatures de M. Thiam et de M. Laurent Gbagbo ne sont pas retenues? Ils ont fait tellement de déclarations. Bon, on peut dire qu'il ne va rien se passer, mais bon, on a vu des déclarations. Il n'y aura pas de 4e mandat. Vous voulez la bagarre, il aura la bagarre. On a vu M. Thiam dans sa déclaration du 6 août dire beaucoup de choses, qu'une âme, ça ne trique pas. Il serait intéressant que le jeu soit ouvert pour éviter au pays. Bon, c'est pas qu'ils font je dirais des prophéties inquiétantes, mais qu'est-ce qui va se passer? Si rien ne se passe, tant mieux. Voilà, tant mieux. Mais là encore, si rien ne se passe, je pense que vis-à-vis de leurs candidats, est-ce que les opposants importants, moi je considère Thiam et Gbagbo comme la partie importante de l'opposition, est-ce qu'ils vont boycotter? Je ne pense pas que ce soit dans leur intérêt. Moi, j'estime que ce petit jeu qui prévoit actuellement au niveau de l'opposition, cette division apparente, le grand gagnant, c'est le président Ouattara. Ben voilà. Si l'opposition boycotte, ben ils ont boycotté en 2020. Ben Ouattara est toujours là. Voilà. Moi, j'ai toujours dénoncé personnellement le traitement qui est fait à M. Thiam. Et M. Laurent Gbagbo, je trouve que c'est injuste. Il serait vraiment miraculeux, voilà, qu'il y ait leur nom sur la liste électorale, vu
qu'ils ne sont Sur pas... la liste définitive Sur la des liste candidats. définitive, vu qu'ils ne sont pas électeurs. Voilà. Enfin. Maintenant, je pense que qu'est-ce qu'ils vont faire? Vont-ils appeler le boycott? Ou, pour moi, il serait intéressant que toute l'opposition, ça peut sembler chimérique, que toute l'opposition essaie de copier. C'est vrai que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Sénégal, mais l'exemple du Sénégal, quand Blair Wade voulait faire le 3e mandat, essaie de se ranger. Parce que si on estime que le problème des Ivoiriens, c'est Alassane Ouattara, bon, les questions d'ego, on peut en faire l'économie et essayer de se mettre ensemble. Sinon, si l'opposition au premier tour va de manière dispersée, je pense que Alassane Ouattara a de fortes chances de gagner, certainement quoi envisager pourquoi pas un premier mandat d'une 3e République, et puis ben voilà. Donc l'opposition gagnerait à, dès maintenant, d'abord, elle fait bien de dénoncer, mais si elle veut emprunter la voie du boycott, ça ne va pas l'arranger, elle gagnerait à voir dans quelle mesure fédérer ses forces pour aller aux élections. Ben voilà. André Sylvain Conan. Alors, pour parler de la loi, sauf erreur de ma part, le juriste est là, aucune loi ne dit que le président de la CEI doit ou ne doit pas assister à une conférence de presse d'un candidat dans l'enceinte de la CEI. Vraiment, c'est vraiment terme des du dépôt de choses... sa candidature. voilà, c'est vraiment des choses pour lesquelles, pour moi, il ne faut pas faire des formes d'insistance. Pour le reste, je note que de nombreux candidats, moi je suis un partisan de ce qu'il faut qu'il y ait des conditions obligatoires qui amènent la CEI à recevoir même les dossiers. Parce que, écoutez, quand vous partez présenter un concours, on coche, on dit vous déposez tel dossier, tel dossier, tel dossier. Si vous ne donnez pas ces dossiers, on dit monsieur, revenez plus tard pour donner les dossiers. Donc, pour moi, il devrait y avoir des conditions obligatoires, comme par exemple la présentation du reçu de cautionnement. Voilà, si vous n'avez pas ce reçu de cautionnement, c'est comme on un vous ticket dit, d'entrée. voilà, on vous dit, monsieur, s'il vous plaît, allez payer d'abord et venez pour qu'on puisse recevoir votre dossier. Parce que, si vous voulez, moi, je pense qu'il y a il y a de nombreux candidats qui viennent là juste pour le coup médiatique. Il y a les médias qui sont là, donc il y a une déclaration, on présente sur NCI, sur d'autres médias et autres. Donc, parce que quand vous regardez bien, il y a d'éternels candidats. En 2015, par exemple, il y a le président du PIDA, Parti ivoirien des droits authentiques, M. Guédé José Abel. Il était candidat. Il avait déposé sa candidature en 2015. Il est encore là. Oui, mais non, parce que la Finguessan a été retenu comme candidat, mais lui, sa candidature avait été rejetée. Voilà, parler de Fieni Kevin, il était là en 2020, il n'avait pas rempli les conditions, il a encore déposé. Donc, on a l'impression qu'il y a ce coup médiatique. Je vous rappelle même qu'il y a quelqu'un, un préposé à la candidature, qui avait même disparu avec les tablettes. Il y a une plainte de la CEI, il a été placé en garde à vue avant qu'il restitue les tablettes. Vous voyez, donc, certaines personnes trouvent matière à venir pour faire le petit malin au quartier, ou bien parce qu'il y a des médias. Mais moi, j'aurais vraiment aimé qu'il y ait le débat. Je souhaite que, d'ailleurs, ce débat se fasse dès maintenant. On a vu, en tout cas, je salue NCI pour cela, on a vu que certains candidats commencent à passer parce que, qu'est-ce que le débat public? Le débat public dévoile et révèle. Le débat public révèle des talents et dévoile des tares. Donc, quand il y a un débat, de la discussion jaillit la lumière. Quand il y a un débat, on voit tout de suite. Et certains candidats à la candidature vont se griller eux-mêmes à partir des débats. Parce qu'en 2020, à cette époque, on était déjà dans la crise. Voilà, c'est différent de cette année. En août 2020, il y avait déjà 6 morts, plus d'une centaine de blessés, 1500 déplacés. En août 2020. Avant même que le président Henri Konan Bédié lance la désobéissance civile, c'était d'abord les manifestations contre le 3e mandat. Plichéry Balé avait déjà été arrêté. La tension était très vive, déjà en 2020. On ne remarque pas cela cette année. Peut-être que c'est le calme avant la tempête, parce que inexorablement, on va vers
la non-rétention de certains grands candidats. Parce que tout à l'heure, on parlait du président de la CEI, qui avait reçu le président Alassane Ouattara. Je rappelle que, par exemple, le président Laurent Gbagbo lui-même n'était pas là. Le président du PDCI aussi, qui a une bonne stature, n'était pas là non plus. Donc, mais il est clair que ces candidats qui ne sont pas sur la liste électorale, parce que quand vous prenez la décision du Conseil constitutionnel en 2020, déjà le président Laurent Gbagbo et le président de GPS, Guillaume Soro, avaient été rétoqués, donc, pour le fait qu'ils n'étaient pas sur la liste électorale. Donc, toutes choses étant égales par ailleurs, alors que rien n'a encore changé, il est clair qu'ils ne seront pas sur la liste définitive. Donc, c'est à ce moment, pour répondre précisément à votre question, c'est à ce moment-là, vis-à-vis du comportement de leurs militants, vis-à-vis du mot d'ordre qui sera lancé, je doute d'ailleurs que cette année, il y ait quelqu'un comme le président Ariel Konabédié pour assumer une désobéissance civile, parce que, vous voyez, hein, jusque-là, le PPAC n'a encore lancé aucun mot d'ordre, ni le président Laurent Gbagbo. Depuis mars, on nous dit que le président Laurent Gbagbo va dire quelque chose, il va lancer son mot d'ordre, mais jusque-là, rien. Donc, on attend la liste définitive. À ce moment, le comportement des uns et des autres va déterminer si on doit aller au débat, alors que moi, j'appelle vraiment ces débats de vive voix. Tawa Prince, ensuite Arthur Banga, allez-y. Oui, Ali, moi je pense que malheureusement, il n'y aura pas de débat sur le fond. Il n'en aura pas. Parce que la stratégie des, il faut le dire, des grands partis, hein, PDCI et PPACI, à partir du moment où, quand le Conseil constitutionnel, je n'ai pas envie de rejoindre là-dessus, mais je suis aussi juriste, quand on va rejeter leur candidature... Est-ce qu'on va rejeter? S'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Non, mais je pense que le Conseil constitutionnel peut dire autre chose. Il a plusieurs leviers. Mais si leurs candidatures sont rejetées, malheureusement, on n'a pas le débat de fond. Parce que les structures politiques, on va dire, bien formées, qui peuvent mener le débat politique, il y a ces deux grands partis politiques. Et pourtant, ces deux-là ont refusé l'offre ou bien la proposition de Awadon Melo, la notion de candidature de précaution. Si les deux partis politiques s'étaient engagés dans cette perspective, dans cette logique, et finalement, ils allaient mettre ces partis-là à la disposition de leurs candidats de précaution, on va dire toute la machine, toute la stratégie, mais tout le programme. Or, qu'est-ce qu'on a constaté? Ce sont des gens, soit c'est le leader, ou ce n'est rien. Vous avez vu, à peine quand Jean-Louis Billon a vraiment formalisé sa candidature, il a été démis de son poste. Donc finalement, il y a véritablement un refus d'aller dans le fond. Alors, si, dans l'hypothèse où leurs candidatures sont rejetées, s'ils ont une attitude, je veux dire, républicaine, qu'ils acceptent, le débat peut avoir lieu avec les autres candidats qui seront retenus. Et je pense qu'il ne faut pas désespérer de la Côte d'Ivoire. Si c'est possible, que, je dis, le Conseil constitutionnel peut dire à plusieurs leviers. Voilà, il a plusieurs leviers. S'il accepte leur candidature avec les motifs qu'il produira, on aura un débat de fond. Mais s'il ne le fait pas, je crains qu'on en aura. Donc ce que vous dites, le débat de fond aura lieu en fonction de l'attitude, essentiellement des partis de l'opposition, au lendemain de la décision du Conseil constitutionnel le 10 septembre. C'est ça. Arthur Banga. On va dire à mon ami Neton Tawa, qui est juriste, hein, qui même s'il connaît le Conseil constitutionnel, il connaît tu sais un peu l'île là-bas. Il faut arrêter de faire rêver les militants du PDCI et du PPACI. Il faut leur dire clairement que leurs candidats ne seront pas retenus. Tout simplement parce qu'en 2020 déjà, on n'a pas retenu des gens parce qu'ils n'étaient pas sur la liste électorale. Mais pourquoi ça va changer en 2025? Ils ne seront pas retenus. Il n'y aura pas Laurent Gbagbo, il n'y aura pas Tidiane Thiam, comme il n'y aura pas John Kwasi qui a moins de 35 ans, Dabé qui a moins de 35 ans. Donc il ne faut pas faire rêver les gens pour rien. Ils ne seront pas là. Donc il faut commencer à calculer ce qu'ils vont faire. Maintenant, Arthur Banga, on va laisser le Conseil constitutionnel faire son travail. Non, il n'y a pas de souci. Il va faire son travail. Je reviens maintenant. Oui, bien sûr. Allez-y. Quand on revient sur le débat de est-ce que la CEI doit avoir... Non, il n'y a pas quelque chose d'obligatoire. Les conditions, là, on les connaît. Bon, quand on va au CAMES, on te dit qu'il faut 10 articles. C'est ça.
Mais tu n'as pas les 10 articles, tu ne présentes pas. Ton université n'envoie même pas ton dossier. On n'a pas besoin de préciser ça. On va dire, bon, on va regarder les articles, on va laisser les mémoires. Donc les conditions là, soit on donne le droit à la CEI de regarder la forme, de dire, bon, par exemple au CAMES, est-ce que tu as 10 articles? Maintenant c'est le CAMES qui va savoir si tes 10 articles sont bons ou pas bons. Mais on ne les prend pas. Donc on regarde, première condition, droit civil, politique, tu n'as pas éliminé. C'est quoi? Après c'est l'âge, non? Éliminé, ou bien qualifié. Tu as tes parrainages, et ça arrive à ça, ça arrive, éliminé. Bien. Après maintenant, le Conseil constitutionnel va vérifier si les parrainages sont bons. Mais on ne peut pas venir dire des conditions. Non, soit on donne le droit à la CEI de ne serait-ce que prendre l'élément de forme sur la base de la loi, soit on laisse le Conseil constitutionnel trancher. Et ceux qui ont mis la pression sur le Conseil constitutionnel pour qu'il tranche sur la CEI, pour qu'on ne le tranche pas, c'est parce qu'ils veulent faire prolonger le rêve à leurs militants. C'est tout, ils veulent faire rêver leurs militants. Ils savent la réponse, mais ils veulent faire rêver leurs militants. Donc ils disent à la CEI, ne dis rien, ça prolonge de 1 mois, c'est ça, le rêve, et ils entretiennent le rêve. Et puis bon, le 10 septembre, on va les éliminer comme c'est prévu. Voilà. Maintenant qu'on va les éliminer comme c'est prévu, c'est là que la question va se poser. Je suis d'accord. D'ailleurs, je l'avais dit, eux aussi, ils le font politiquement. J'ai bien précisé que le fait, voilà, je l'ai dit déjà. Maintenant, eux, absolument, soit eux, ils vont décider de participer ou de ne pas participer. Au moment où ils ne participent pas, eux vont éviter le débat de fond. Ils vont rester sur les mêmes débats qu'on a depuis 2 ans, 4e mandat, on a le droit, on n'a pas le droit. La différence avec 2020, c'est qu'en 2020, on avait retenu 4 candidats. On l'oublie très souvent, on dit que Ouattara a choisi Kakabe. Non, il y a eu 4 candidats. Il y a eu Bédié Henri Konan, Afi Nguessan, Kouadio Konan Bertin et Alassane Ouattara. Comme Henri Konan Bédié et Afi Nguessan ont décidé d'aller boycotter, moi, Bédié, j'ai eu vraiment mal parce qu'il a fait un très beau discours à sa convention de Yamoussoukro. On voyait le programme. Si le PDCI avait décidé de venir au match, on aurait eu un débat. Mais comme ils ont rejoint, il n'y avait pas d'autre alternative. En 2025, je pense qu'il y aura quelques alternatives. Certes, elles ne seront pas aussi puissantes que le PPACI et le PDCI, mais on aura des alternatives. On aura par exemple quelqu'un comme qui est très PDCI, il aura forcément, probablement, pour lui je dis probablement, quelqu'un comme Jean-Louis Billon. On aura probablement quelqu'un comme Assalé Tiemoko, qui ont déjà leurs idées. Moi, la dernière fois, j'ai vu Assalé Tiemoko évoquer son nationalisme économique et tout dans ce genre. Je ne suis pas d'accord, donc si lui et moi on se croise, on va faire un beau débat dessus. Mais voilà. tu n'es pas candidat là-dessus. On n'a pas besoin d'être candidat pour débattre. Tout citoyen débat. C'est pas le candidat qui débat. Attention, le citoyen doit. Je veux dire, S'il vous plaît, Voilà, ne parlez pas ensemble, c'est s'il vous ici, plaît. S'il vous plaît. Voilà, donc ceux-là, cette alternative, ceux qui seront retenus, est-ce qu'ils pourront créer l'alternative? Et moi, je dis toujours, la campagne, c'est de l'émotion. Et la campagne est structurée. D'ailleurs, vous, les médias, il faut que vous décidez. Est-ce qu'après le 10 septembre, vous allez continuer de donner la parole à ceux qui veulent pas participer aux élections, qui veulent parler que des choses qui ne font pas avancer la Côte d'Ivoire, ou vous allez les bannir de façon logique pour dire qu'à partir de ce moment, le Conseil constitutionnel nous a donné la liste des Ivoiriens qui ont des choses à proposer, on veut les écouter. Mais à partir du 10 octobre, ça, 24 moins 2 semaines, ça fait combien? 10. À partir du 10 octobre, c'est la campagne, vous n'aurez même pas le choix. Parce que la AK va veiller à ce que ceux qui ne participent pas aux élections ne participent pas à la télévision. Au moins si c'est 2 semaines de campagne. Donc pendant ces 2 semaines, on aura à la télé, avec ce que la CEI distribue déjà comme image, avec ce que les gens pourront avoir comme achat publicitaire, on aura des gens qui vont venir sur les idées. Ils vont peut-être dire, voilà, Assalé, par exemple, qui dit qu'il ne faut pas qu'on donne certains métiers aux étrangers, pourra mettre son affiche. Donc ça pourra nous faire le débat. Du coup, je pense qu'on a des chances d'avoir des débats, contrairement à 2020, parce qu'on a des chances d'avoir des candidats qui auront leur mot à dire. Et pour terminer sur la notion du débat, il ne faut pas limiter au RHDP qu'à son bilan. Attention, la campagne, c'est plus ce projet que le bilan. J'entends trop dire que Alassane Ouattara va dire non, le RHDP ne fera pas que nous défendre son bilan. Ils doivent nous aussi nous proposer qu'est-ce qu'ils feront de meilleur à partir de ça pour qu'on puisse avoir le choix. Donc, moi, je reste positif, je reste optimiste parce que je pense que des gens comme Domelo, des gens comme Jean-Louis Billon, des gens comme Assalé Tiemoko, et même des gens qui, je pense aussi, ne sont pas dans la course, mais on va en venir tout à l'heure, Blé Goudé, qui vont essayer de peser, auront aussi leurs idées. Et avec les règles de la campagne. Et j'espère que les chaînes télé ne vont pas attendre la campagne pour se mettre dans le moment pour conserver la parole à ceux qui ont des idées, plutôt que ceux qui veulent la bagarre. Ça va nous permettre d'avoir ce débat d'idées. Exprime ton avis en commentaire.